Alors bonjour Jamel, vous êtes un soutien de Stéphane Gatignon. Comment ça se passe depuis 6 jours? Depuis 6 jours, depuis vendredi, où Stéphane a entamé sa grève de la faim pour réclamer un peu plus d'égalité territoriale sur le territoire, et notamment pour les villes les moins riches de France, les 100 villes les moins dotées. Beaucoup de fatigue, beaucoup de soutien. C'est ce qui nous a donné et la force et le courage de continuer de persévérer. Et bien nous en a appris parce que visiblement les nouvelles qui ont été annoncées hier soir très tard dans la nuit suite à des arbitrages de M. Hérault nous donnent quand même satisfaction dans la grande largeur. Donc visiblement les demandes qui ont été formulées dans le cadre du mouvement de Stéphane Gatignon, c'est-à-dire une dotation exceptionnelle de 5 millions d'euros pour nous permettre d'obtenir les crédits bancaires pour faire face à nos obligations, ont été acceptés de manière pour l'instant provisoire sous forme de dotation exceptionnelle, mais il semblerait que les choses vont bouger. C'est peu, 5 millions au regard de ce qui vous manque. C'est combien le budget? C'est 30 millions? On parlait de 30 millions, voilà, c'est ça? La différence d'une ville de même strate, ça a mis 50 000 habitants en termes de budget de fonctionnement, est de 30 millions d'euros. Nous savons que nous ne pouvons pas légitimement demander cette somme à l'euro près car on connaît la situation économique et européenne et nationale. Donc on est raisonnable quand on fait cette demande qui n'est que 1/6 de notre besoin. Donc pour dire que nous sommes capables de faire des efforts que l'on demande à tout le monde, mais que cette somme nous est absolument indispensable pour boucler le budget 2013. N'oubliez pas qu'on a 25 groupes scolaires, qu'on scolarise chaque jour 6 000 enfants, avec les restaurations scolaires qui s'en suivent, que les travaux d'accompagnement de ces dispositifs entre les gymnases, les piscines, les centres de loisirs ont un coût de fonctionnement extrêmement important. Et on avait un choix cornélien qui était de supprimer des services publics qui sont pourtant absolument nécessaires dans nos villes de banlieue, ou augmenter de manière drastique les impôts, ce qui était totalement impossible et inacceptable pour les populations qui sont déjà très fortement imposées. Alors comment vous allez faire pour récupérer ces 25 millions qui manquent? Vous avez demandé du mécénat aux entreprises, des subventions autrement. Les banques, est-ce qu'elles vont réussir à vous suivre maintenant que vous avez 5 millions à 6e? Alors les banques ont pris des engagements. Maintenant nous espérons qu'elles respectent leurs engagements qui étaient que notre autofinancement n'était pas suffisant pour pouvoir obtenir ces lignes budgétaires. C'est ce premier pas, ce premier signe positif va nous permettre de faire face à nos obligations à court terme. Mais vous avez raison que le compte n'y est pas. Le delta de 30 millions d'euros par rapport à une ville de même strate reste extrêmement important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour à la fois permettre à des nouvelles entreprises d'intégrer le territoire, et en comptant sur les principes de péréquation financière à l'échelle de l'Île-de-France pour nous permettre de combler la différence entre ce qui nous est octroyé aujourd'hui et nos besoins réels au quotidien. Quelles banques ont choisi de vous suivre? Alors la principale aujourd'hui c'est la Caisse des dépôts, qui n'est autre que la Banque de l'État. Dexia également. Dexia, on se souvient bien qu'elle est à l'origine de nombreuses faillites de villes. Est-ce qu'elle a contribué aussi à une augmentation de la dette de votre ville? Elle n'a pas contribué à l'augmentation de la dette, simplement elle avait pris des engagements qu'elle n'a pas respectés. Ces engagements étaient de nous livrer des lignes de crédit. Dexia, il faut le savoir, est la banque des collectivités territoriales, c'est le premier prêteur des collectivités territoriales en France après la Caisse des dépôts. Et on peut considérer que Dexia, malgré l'aide extrêmement généreuse dont elle a pu bénéficier des pouvoirs publics, ne joue absolument pas son rôle de banque qui permette aux collectivités territoriales d'investir. Et je tiens juste à vous préciser qu'en France, 70% des masses investies dans la construction d'équipements neufs ne sont pas les collectivités territoriales. Ce qui veut dire que les collectivités territoriales sont la principale locomotive de l'investissement en France en termes d'industrie et de construction, en BTP. Donc c'est absolument nécessaire pour préserver l'emploi actuel, quand on parle de préserver l'emploi et notamment l'emploi industriel, et puis ne pas remettre en cause, des emplois précaires et fragiles dans le BTP. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de l'opposition de droite qui expliquent que tout le monde va faire la même chose, tout le monde va se mettre à camper ici pour pouvoir réussir à récupérer de l'argent de l'État? C'est pas vous trouvez ça comment comme réaction? Est-ce que c'est pas Écoutez, premièrement, j'estime que tout le monde a le droit de réagir comme il l'entend, à partir du principe où il y a le respect des opinions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, quand on est repu, on peut facilement critiquer la
personne qui vient solliciter une aide. Et troisièmement, je ne crois pas que nous avons une leçon à recevoir de communes qui gèrent des budgets totalement colossaux, comme l'on dit, qui sont assis sur des coffres. Je prends l'exemple de Puteaux, qui est assis sur un budget colossal. Qu'est-ce qui fait la différence entre Puteaux et votre ville? Est-ce que c'est la population? Ou est-ce que c'est une politique économique qui a été différente, un développement économique qui est différent? Est-ce que vous, votre cité, est-ce que c'est une cité dortoir, comme on appelle ça communément? Et Puteaux, ce serait quelque chose une cité différente. C'est quoi la différence qui fait que maintenant vous avez des problèmes alors que Puteaux, eux, n'en ont pas? Écoutez, cette différence, c'est simplement un héritage de ce qui a été construit ces 50 dernières années. Nous n'avons pas décidé du lieu où sera implantée la Défense. La Défense, qui est une somme colossale d'entreprises internationales dont le siège est à Puteaux, qui payent donc des taxes professionnelles à Puteaux, aujourd'hui appelées contributions économiques territoriales. Le maire actuel de Puteaux n'a absolument aucun mérite en la matière, puisque ce sont des décisions gouvernementales qui ont été prises dans les années 50 et 60. Comme certaines villes qui bénéficient d'infrastructures aéroportuaires et qui bénéficient de taxes professionnelles extrêmement importantes, ce n'est pas leur bonne gestion qui leur permet aujourd'hui de nous donner des leçons, c'est simplement qu'ils sont héritiers de décisions gouvernementales prises il y a 50 ans et qui leur permet aujourd'hui d'être, bénéficiaires de taxes professionnelles colossales au détriment de communes qui, elles, logent les salariés qui font ce développement économique et qui malheureusement ne peuvent pas en bénéficier parce que les taxes professionnelles sont territorialisées au mètre carré près, ce qui veut dire que des communes telles que Sevran et d'autres, bien d'autres en Seine-Saint-Denis, amènent de la main-d'œuvre bon marché dans ces zones d'activité que sont la Défense ou l'aéroport Charles de Gaulle par exemple, mais que malheureusement le fait que ces entreprises ne soient pas situées géographiquement sur leur territoire ne bénéficient d'aucune retombée, ce qui est proprement inadmissible et scandaleux dans un pays qui se veut pays égalitaire et notamment les fameux principes d'égalité républicaine sur le fronton numérique qui dit liberté, égalité, fraternité n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui et depuis plusieurs années en France. Comment est-ce qu'on pourrait changer donc la donne? Il faudrait plus d'entreprises dans votre ou alors une population plus de cadres, une mixité sociale un peu plus importante, des commerces un peu plus importants. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne pour votre ville et pour les villes les plus pauvres? Alors, nous-mêmes à Sevran, nous sommes également héritiers d'une situation que nous avons trouvée en 2001, c'est-à-dire que c'est des villes, comme vous l'avez dit, appelées villes dortoirs, dans lesquelles on a tartiné du logement social à grande échelle. Aulnay, Argenteuil, l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, la Courneuve et autres. Je ne pense pas que ce soit le tissu industriel qui aujourd'hui est nécessaire dans le sens où la disponibilité des terrains n'est plus d'actualité, tous les terrains sont urbanisés. Ce qu'on demande nous simplement, c'est que le principe de péréquation financière à l'échelle de l'Île-de-France doit trouver un écho favorable auprès de toutes les collectivités, dans le sens où nous sommes partis d'une région et on ne peut pas demain déplacer la Défense en Seine-Saint-Denis ou l'aéroport Charles de Gaulle au cœur de Paris. Vous parlez en fait d'un rééquilibrage des budgets, donc d'un transfert de monnaie. Un transfert de dotation, effectivement. D'une commune à l'autre. Ces communes ont entre guillemets la chance d'avoir des sièges sociaux pour lesquels il n'y a pas de besoins sociaux, parce que le soir après 17h, les bureaux sont vides, donc il n'y a pas besoin de scolariser les enfants le lendemain, il n'y a pas besoin de créer des centres de loisirs ou des équipements sportifs. Ils bénéficient de l'installation de ces sièges sociaux et nous avons à la charge les personnes qui font vivre ces sièges sociaux. Donc voilà, on ne demande pas d'avoir plus d'entreprises à Sevran qu'ailleurs, simplement qu'il y ait une justice sociale en termes de répartition des richesses. Et je crois que ce qui est valable pour Sevran est valable pour toutes les villes qui sont dans la même situation que Sevran. Je vais vous en citer quelques-unes. Grigny dans l'Essonne, Stein, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, voilà des villes qui sont... Mais l'avenir de ces villes-là, quand elles n'ont pas de commerce, quand on parle maintenant d'économie, peut-être que l'économie tertiaire serait plus important, développer l'informatique. Si l'économie industrielle ne peut plus s'implanter parce que c'est trop cher, est-ce qu'on ne peut pas les faire d'une manière verticale, ces entreprises-là, ou alors faut tout bonnement laisser tomber dans les grandes villes tous les emplois industriels, ce qui avait été commencé, et on s'aperçoit que justement on a un manque maintenant de production en France. Comment est-ce qu'on peut mettre toutes ces équations, toutes ces données en bout à bout, en facteur, en perspective, en adéquation, puisque de toute manière
Si on fait que des cités dortoirs, ça ne marche pas, mais si on fait que des villes ou des quartiers où il n'y a que des commerces, on s'aperçoit que ça ne marche pas non plus. Il n'y a qu'une petite partie des personnes qui vivent là-bas qui n'en profitent même pas parce que bon, elles n'en ont pas besoin. Et ces dotations-là, elles restent à dormir dans des coffres et elles ne servent à rien en définitive. Vous avez tout à fait raison. D'abord, il y a un premier fait, c'est que la désindustrialisation a été entamée il y a une vingtaine d'années. Elle n'est pas d'hier. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison qu'aujourd'hui l'emploi qui se développe de plus en plus en Ile-de-France, c'est le tertiaire, et qu'un rééquilibrage serait tout à fait nécessaire pour pouvoir implanter, comment dire, de l'activité tertiaire dans ces villes dites de banlieue, qui ne nécessitent pas, comment dire, des disponibilités foncières importantes, car comme vous l'avez dit, effectivement, on peut assez aisément, comment dire, implanter des activités tertiaires en hauteur qui permettraient de faire rentrer et à la fois de l'activité et à la fois de faire rentrer des ressources fiscales. Alors comment on peut changer la mixité de la population d'une ville comme Sevran? Est-ce qu'il est important le taux de chômage? Alors pour répondre à votre question, sur le taux de chômage, il est à Sevran de 17%, alors qu'il est dans la moyenne nationale de l'ordre de 10%. On vient de franchir la barre des 10%, donc on peut considérer que le taux de chômage à Sevran est 2 fois plus élevé. Ça c'est la première réponse à votre question. La deuxième question sur la mixité. Il faut savoir également que les quartiers d'habitat collectif, ce qu'on appelle les cités, en langage populaire. Voilà. Donc ces quartiers populaires sont des quartiers d'habitat social dans lesquels des SAHLM ont eu l'autorisation il y a une trentaine d'années de produire du logement social qui répondent à cette époque à un réel besoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait comment dire des problèmes de vétusté, des problèmes d'hygiène. On a rasé comment dire des quartiers qui avaient un Nanterre qui était extrêmement comment dire dangereux pour la sécurité et l'hygiène des populations. Il y avait un vrai problème de logement social en France avec une très forte demande et très peu de mètres carrés disponibles. Ça c'est le premier point. Ensuite sur la mixité, effectivement, lorsque vous avez une ville dans laquelle 2/3 de la population est exonérée partiellement des différentes taxes, l'imposition repose sur qu'une seule partie de la population et ça pousse ces populations à migrer vers d'autres cieux, on va dire, dans lesquels l'imposition est un peu moins forte. Et c'est ce rééquilibrage qu'il faut absolument essayer de trouver. C'est une équation très compliquée. Car on ne peut pas obliger des gens à s'installer dans un quartier. Par contre, on peut avoir des incitations qui permettraient à des populations de voir des quartiers qui répondent à leurs besoins et d'avoir l'envie, comment dire, de s'y installer et d'y vivre. C'est un très long combat parce que comment dire, l'image de marque des quartiers populaires de banlieue aujourd'hui est assez négative, il ne faut pas se le cacher. Les médias ne sont pas les seuls responsables. Je crois qu'il y a quand même une responsabilité collective et historique des différents gouvernements et politiques qui se sont succédés en Ile-de-France et qui n'ont pas ni saisi ni traité ce problème à la hauteur des enjeux. Et on se rend compte que 30 et 40 ans plus tard, nous sommes héritiers d'une situation, comment dire, et politique et sociale et démographique dont nous subissons, comment dire, les effets. Et la solution pour le régler, si je l'avais, je ne pense pas que je serais là en train de vous parler, je serais plutôt conseiller dans un cabinet ministériel. Je pense que la solution, elle est plurielle. C'est-à-dire des incitations fiscales, mais aussi au niveau de la qualité de vie. Exactement, vous avez tout à fait raison. Il faut à la fois que les gens aient le sentiment qu'ils ne vont pas être, comment dire, seuls à payer, comment dire, une imposition locale lourde, même trop lourde, moi-même je le reconnais pertinemment. C'est peut-être pas comme ça que les gens et le mouvement de grève de Stéphane Gatignon, pour boucler la boucle, il est également, comment dire, pour être le porte-parole, comment dire, des classes moyennes qui sont, comment dire, exsangues et qui en ont quelque part un peu marre d'être en permanence sollicitées pour combler les déficits des villes ou des collectivités en général qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et qui taxent de manière, à mon goût, trop importante les seules classes populaires et les seules classes moyennes qui sont encore aujourd'hui capables d'afficher des revenus qui peuvent être imposables. Donc voilà. Vous n'avez plus de terrain libre sur Sevran ou des bâtiments publics qu'on pourrait... Nous avons des terrains disponibles et nous ne souhaitons pas que ces terrains puissent, comment dire, être utilisés pour construire encore du logement social. Pour vous donner un chiffre, Sevran, comment dire, dans son patrimoine, il y a au total, je crois, nous sommes 57% de logements sociaux. Donc vous voyez, nous sommes très très largement au-dessus de la moyenne nationale. Et faire face également, comment dire, aux besoins sociaux, c'est-à-dire en termes d'équipements sportifs, petite enfance, bâtiments scolaires et autres, ça a des coûts de fonctionnement, non pas d'investissement, parce que l'investissement vous faites une fois pour 30 ans, mais le fonctionnement à l'année grève les budgets de ces collectivités qui les mettent en très 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 grosses difficultés. Donc pour conclure, je pense qu'il faut qu'il y ait comme une réelle prise de conscience des pouvoirs publics
qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage absolument colossal entre l'Est et l'Ouest parisien, entre l'Est parisien qui accueille ces populations et l'Ouest parisien qui accueille les sièges sociaux des entreprises, et qu'il faut qu'il y ait une juste répartition des richesses qui soit créée dans toute l'île de France. Pour faire revivre les banlieues, enfin les cités dortoirs, tous ces quartiers-là, est-ce qu'il y a beaucoup de commerces en bas des immeubles? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une politique pour refaire vivre donc le quartier, mis à part les MJC ou les associations, mettre des commerces de proximité, puisqu'on parle de développement durable, on reparle de relocalisation un petit peu, arrêter toutes ces traces, toutes ces grandes entreprises qui sont bourrées d'intermédiaires et qui font augmenter les prix. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre, alors c'est pas pour faire du poujadisme, mais c'est pour mettre des petites TPE, des PME, des entreprises à visage humain dans ces quartiers-là? Écoutez, j'ai pas de réponse à votre question. Du commerce en pied d'immeuble, il y en a. Oui. Effectivement, vous avez raison, ça rend un énorme service en termes de proximité, parce qu'il faut savoir aussi qu'en banlieue, dans certains quartiers, la vie est tellement chère que certains foyers se séparent de leur véhicule pour des questions de coûts, d'assurance, de transport, et que ces commerces de proximité rendent un réel service aux personnes âgées qui n'ont pas forcément de véhicule, aux familles monoparentales qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Mais ces commerces ont une vocation qui est très intéressante, c'est de rendre service en termes de proximité, de créer du lien social, mais en termes de fiscalité, c'est pas du tout la solution, idoine pour une collectivité pour faire entrer de la taxe professionnelle, parce que ce ne sont pas des entreprises qui ont un gros chiffre et qui pourraient permettre de rééquilibrer les comptes. Donc maintenant, le gouvernement, on va revenir sur le sujet de base qui nous intéresse, puisque c'est quand même 6 jours que Stéphane Gatignon est en grève de la faim. Maintenant que le gouvernement vous a fait une dotation exceptionnelle de 5 millions d'euros et qu'il a proposé 50%, je crois, d'augmentation de la DDU. D'accord, d'augmentation de la DDU. Vous continuez, mais dans quel but? Écoutez, Stéphane Gatignon va faire tout à l'heure une conférence de presse dans laquelle il va annoncer sa décision de continuer ou d'arrêter. Moi, il me semble que les buts ont été retours que l'on a, notamment des arbitrages qui ont été faits hier soir, mercredi, par le Premier ministre, M. Hérault, nous satisfont partiellement, car elles répondent partiellement à nos demandes. Oui. Je tiens à saluer également la prise de position du président Hollande, qui a mis le doigt sur la problématique de rééquilibrage économique entre villes riches et villes pauvres, et qui peut-être a incité son Premier ministre à un peu plus de mesures dans les premiers propos qu'il avait, en disant qu'il ne voulait pas changer sa politique de dotation, et qu'il a pris conscience que c'était vraiment un vrai phénomène qui touchait non pas que Sevran, mais 100 à 200 communes en France, et qui sur ces 100 à 200 communes, ça concerne quelques centaines de milliers de citoyens, voire quelques millions de citoyens, et qu'à un moment donné, la solidarité nationale doit prendre en considération ces populations. Ce n'est pas un combat pour que seul Sevran bénéficie d'une aide exceptionnelle et pouvoir ensuite le dépenser sans compter dans des extravagances. C'est un vrai combat pour l'égalité républicaine dans ce pays, et le combat que mène Stéphane Gatignon pour Sevran, il le mène au nom de toutes les communes de France. Il a eu le soutien d'énormément d'élus venant de toutes les régions de France. C'est relativement surprenant, et en même temps c'est ce qui l'a encouragé à maintenir son mouvement et ses difficultés physiques à faire une grève de la faim. Et aujourd'hui, si nous pouvons obtenir satisfaction à la fois pour Sevran et pour les autres villes, ça sera notre plus grande victoire. Donc, maintenant que vous avez obtenu ces 5 millions de dotation, le plan de DDU de 50%, comment vous voyez l'avenir, comment construire maintenant l'avenir de ces villes? Est-ce que vous allez faire un plan commun avec toutes les villes pour essayer de trouver des projets pour transformer la ville, faire un partenariat avec l'État ou avec les régions, ou alors ça va rester immobile en attendant qu'il y ait une autre crise, encore une fois, avec un budget encore déficitaire? Parce qu'on peut s'imaginer que l'année prochaine ce sera la même chose, et l'année d'après pareil, l'année d'après avec la dette qui augmente pour ces petites villes, pour ces villes-là. On peut se dire que l'année prochaine, vous allez redemander encore 5 millions, 10 millions, et vous allez vous retrouver sans fin. Alors, ce ne sera pas de votre faute, moi je sais pas ce que j'essaie de dire, mais c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre, alors qu'on sait tous qu'il y a des solutions à ces problèmes. Alors, tout d'abord, ça fait 11 ans qu'on gère la ville de Sevran. Oui. On a été élu en 2001.
réélu en 2008, la même équipe municipale, avec des ambitions pour la ville. Et nous avons eu un mandat par la population et les électeurs de cette ville. Donc ça veut dire que vous avez quand même donné, en 10 ans, vous avez quand même eu des actions positives, sinon ils ne vous auraient pas réélu. Absolument. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, ce n'est pas par plaisir qu'on mène ce type de combat. On n'a pas été élu pour mener de ce type de combat dans la rue, à faire des grèves de la faim, à attirer l'opinion publique sur nos difficultés. Simplement c'est un combat qui était nécessaire, absolument indispensable si on veut, comment dire, représenter dignement nos populations et leur permettre d'avoir les moyens de vivre dignement leur vie de citoyen. Et ensuite, pour être très concret dans la question que vous m'avez posée, non, il n'est pas question pour nous de refaire ce type de mouvement l'année prochaine, pour le faire et l'inscrire dans le calendrier comme une fête nationale ou une manifestation culturelle. Simplement, je crois que hier, en tout cas moi, j'ai été également surpris et satisfait de la prise de position du président Hollande. Je crois que l'initiative qu'a faite Stéphane Gatignon a permis de toucher du doigt une vraie problématique majeure dans ce pays, qui est le juste rééquilibre, comment dire, des différentes collectivités à l'échelle nationale. Et nous allons être extrêmement vigilants sur ce qui va se faire. On a confiance dans notre gouvernement. Nous avons, milité depuis 1 an à la mise en place de ce gouvernement, à cette majorité de gauche. Notre avenir est entre leurs mains. Les orientations qui se dessinent pour les budgets 2014-2015 dans le cadre des réformes, des dotations de l'État pour ces collectivités sont encourageantes, nous font penser que ce combat a été juste, mais nous serons extrêmement vigilants, comment dire, pour voir qu'il s'applique réellement. Et pour conclure, nous ne manquons pas d'attirer l'attention des autres communes qui sont dans notre situation pour que si un autre mouvement devait se mettre en œuvre, ça soit plutôt un mouvement collectif qui réunisse l'ensemble de ces collectivités, car nous avons ouvert la brèche et maintenant, comment dire, comme on dit, l'union fait la force et c'est tous ensemble qu'on pourra être vigilants et permettre, comment dire, au pouvoir public de respecter les engagements qu'ils viennent de prendre. D'accord. Dernière question. Hier c'était une manifestation européenne au niveau international, enfin au niveau européen. Et je me demande si vous aussi vous étiez attaché à cette manifestation, si vous rejoignez ces dispositions, ces propositions, ces idées. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'on est rentré dans une ère d'austérité qui n'est pas forcément due seulement à la gestion des collectivités? C'est un fait que l'Europe est en crise. Les dettes souveraines des États, aujourd'hui nous avons mis le doigt en mettant sur la place publique qu'il n'y a pas que les États qui ont des dettes souveraines, les collectivités aussi en ont. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, on parlait, comment dire, des emprunts toxiques, qui sont aussi un peu un héritage comment dire, de cette crise financière internationale, qui a quand même été initiée et qui est partie des États-Unis. Et qu'effectivement, les collectivités ne sont pas responsables, comment dire, de l'endettement de leur collectivité, si ce n'est des exemples extrêmement rares de décisions qui auraient pu être prises par tel ou tel élu, mais c'est vraiment epsilon, ce n'est pas l'exemple qui doit confirmer la règle. Simplement, comment dire, les gouvernements qui se sont aujourd'hui mis dans une situation, comment dire, de précarité,